Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser le débriefing qui nous est offert par l'armée pakistanaise. Et je ne vais pas y aller par quatre chemins, vous allez vous rendre compte que c'est du très haut niveau. Très haut niveau en guerre hybride. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la guerre hybride, la communication et l'impact généré par votre action militaire est à minima, si ce n'est plus importante que la réalité de votre effet militaire. Ce que ça veut dire, c'est que les Pakistanais viennent à tous de nous donner une masterclass de maîtrise de la guerre hybride, de par, un, leur action dans le ciel, mais deux, surtout, et en partie grâce à cette conférence de presse de 7 minutes que nous allons débriefer et analyser après l'avoir traduit grâce à l'IA en français, eh bien vous allez vous rendre compte qu'ils transforment l'essai, et cela grâce à l'excellente performance, leur général, qui vous allez le voir, est plutôt très bien calé. Ça dénote un petit peu avec la conférence de presse indienne qui vient de sortir en ce dimanche à 18 h, que nous allons également débriefer dans les prochains jours sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner. Maintenant, est-ce qu'il faut tout acheter le narratif pakistanais? Vous allez vous rendre compte qu'entre la communication clé de voûte de la guerre hybride et la réalité de ce qu'il s'apprête à prouver dans les 6 prochaines minutes, il y a un gouffre. Et c'est l'objectif de notre vidéo que de vous permettre de mieux comprendre ce qui se cache derrière cette prise de parole. Jingle. Juste avant d'attaquer, situation générale, nous avons ici à l'est l'Inde, nous avons à l'ouest le Pakistan. Ce que l'on voit, c'est que le Pakistan s'attendait quand même à une attaque. Vous avez donc un AEW, un AWACS, si vous voulez, un avion radar, qui est situé vraiment du côté afghan afin d'être protégé, d'avoir de la distance par rapport à l'Inde. Il est protégé. On voit également que dès le début, on a déjà 3 patrouilles en l'air. Maintenant, attention, ce sont les informations que veulent bien nous communiquer les Pakistanais. Il faut garder en mémoire qu'en fait, c'est peut-être faux. Mais on va partir du principe que tout est vrai. Vous avez donc déjà 3 positions assez armées, des patrouilles de 4 comme ça, c'est quand même assez puissant. Une patrouille de 2 au milieu, c'est très cohérent, c'est normal, mais ça demande beaucoup d'atouts, beaucoup de moyens pour pouvoir maintenir une permanence comme ça toute la nuit. Ils vont nous expliquer la timeline qui va commencer à minuit 10, et ensuite derrière, au bout de 2 minutes, ils vont se rendre compte qu'en fait, ça y est, c'est la grosse attaque. Parole au général pakistanais. Ceci est le côté indien. Voici le côté pakistanais. Nous avions quelques lacunes au nord, au centre, au sud, et l'AEW était là pour les soutenir. Et les chasseurs IF ont commencé un déploiement initial qui a été détecté depuis le nord et le centre de l'autre côté de l'IB à 00h10. Et à ce moment-là, la PF avait lancé sa réponse en moins de 2 minutes. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'armée pakistanaise a décidé, en moins de 2 minutes, c'était le temps qu'il aura fallu pour dire « Ok, ça va attaquer, on fait notre réponse », réponse qu'ils avaient déjà prévue, qu'ils avaient déjà anticipée. Ils avaient en fait une contre-opération en stock, c'est ce qu'ils nous expliquent. À 00h12, notre riposte était activée. Les IF ont commencé à faire décoller leurs chasseurs, à les mettre en l'air en grand nombre. Au moment où il était 12h30, nous étions assez sûrs que ce serait le jour et le moment de remettre les pendules à l'heure avec ces gars-là une fois de plus. Nous avons donc lancé nos opérations multidomaines, la fierté, la joie et le nouveau concept de guerre que nous avons. Point intéressant, il nous explique qu'ils ont un nouveau concept de guerre multidomaine. Et c'est ça, on va se rendre compte qu'il y a certains termes qu'ils utilisent. On a écouté en anglais avant pour avoir les termes exacts, mais il va utiliser certains termes et plutôt qu'avoir un contact radar, par exemple, il va dire qu'il a un contact électronique. Donc, ils viennent utiliser une sorte de fusion de capteurs, ce qui a fait le succès du Rafale, cette fusion des capteurs, concept qu'a eu Dassault dans les années 80. Là, on est quelques années après, regardez la technologie de votre téléphone, il y a d'autres pays qui ont fait des avancées probablement sur ce genre de fusion également. Donc, l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de récupérer tout ce qui est signature infrarouge, tout ce qui est émission radio, tout ce qui est émission radar, tout ce qui va être également surface équivalente radar. Pourquoi pas également du renseignement avec des personnes au sol qui vous donnent des infos.
récupérer tout ça dans le centre de commandement et pouvoir prendre des bonnes décisions. Donc à minuit 23, on est 13 minutes après le décollage des Rafales, vous n'allez pas faire beaucoup de distance en 13 minutes, ils ont déjà la PAF DCA, donc la réponse DCA, c'est Defensive Counter Air. Quand vous attaquez, vous êtes de l'OCA, offensive, quand vous défendez, vous êtes DCA. Donc depuis le début, ils nous expliquent qu'eux sont en mode défense. Et à minuit 30, pour eux, il y a eu tout le décollage des Indiens. Donc les Indiens ont mis 20 minutes à faire décoller tous leurs avions. Ils estiment qu'il y a eu 60 avions, dont 14 Rafales, et qu'après, il y a d'autres avions qui ont rejoint pour un total de 72. Donc en 20 minutes, il aura fallu 20 minutes pour faire décoller tout ça, ce qui est plutôt cohérent. Nos 4 grosses zones, ce qu'on appelle des AOR, donc on a la partie nord du côté du Cachemire, et après, vous voyez, on a une partie un peu plus sud, et là derrière, on a la partie plutôt centrale du côté de la base un peu des Rafales, et après la partie sud. C'est l'image qui devient brouillée. Nous avons un très grand nombre de chasseurs IF qui sont empilés en azimut et en altitude partout. Et la riposte du PFDC est en place. Donc à minuit 30, voilà, ils ont leurs 4 attaques, les 4 axes d'assaut de la part des Indiens. Et eux, ils ont fait décoller leur chasse. Ils vont être en place, on va se rendre compte, ils vont faire décoller plus de 40 avions, qu'ils appellent de dernière génération, de 4.5 génération. Lorsque l'ensemble du dispositif prend forme, il se déploie sur 4 axes. Et nous pensons qu'ils vont effectuer 4 percées, juste pour nous entraîner dans l'engrenage. Jusqu'à 60 avions, dont 14 Rafales, ont été identifiés électroniquement grâce à notre environnement opérationnel électromagnétique. Nous l'appelons l'EMO. Donc, oui, c'est ça, donc c'est cet environnement électromagnétique. Donc il y a des capteurs, on est au-delà juste du radar et c'est vraiment cette fusion entre ce qu'on va voir en l'air, ce qu'on va voir au sol et c'est ça le futur de la guerre. On le voit par exemple en Ukraine, ça permet de garder la conscience de la situation sur le champ de bataille. Si vous voulez, le champ de bataille c'est la nuit, c'est le brouillard. Quand vous avez des bons capteurs en place, vous y voyez comme en plein jour et vous allez pouvoir prendre des bonnes décisions de manière efficiente. Au moment où ils étaient en vol, nous avions trié, engagé et comptabilisé tous les chasseurs. Le nombre de 60 a été porté à 72 grâce à leur décollage successif qui continuait d'arriver pour renforcer, compléter et saturer la défense aérienne. Ils pensaient pouvoir faire cela face à l'ADGE pakistanaise, l'environnement de défense aérienne au sol. La réponse complète du dispositif DCA pakistanais était aussi... Ok, donc là, minuit 37, on a la réponse complète pakistanaise. Il aura fallu en gros, ils ont décidé à 12, vous voyez, 25 minutes pour mettre tout le monde en l'air. C'est pas beaucoup. On voit qu'ils ont mis grosso modo autant de temps que les Indiens, mais là, c'est sur réponse, hein, donc sur alerte. Donc ils avaient beaucoup de pilotes en alerte et également, ça doit fatiguer, hein, ça rappelle l'importance d'avoir de la masse. Pour mémoire, en mer Rouge, les porte-avions américains ne sont pas protégés H24 par leurs atouts nationaux. C'est du porte-avions. Des fois, c'est des avions qui viennent de l'armée de l'air ou même de bases comme Djibouti pour venir couvrir certains horaires. C'est pas évident d'avoir des alertes H24. Là, ça fait plusieurs jours que les Pakistanais étaient en alerte. Ça vous consomme de la ressource humaine et forcément beaucoup de matériel. Là, ce qu'on va voir, c'est que donc ils déclarent avoir mis 42 avions de haute technologie en l'air. Il y en avait probablement plus. Il y a peut-être autre chose que de la haute techno. Leur objectif, c'est la souveraineté de l'espace aérien pakistanais. On se posait la question sur la dernière vidéo, là on a la réponse. Point très important, retour d'expérience de l'Iran, retour d'expérience de multitudes d'autres zones, par exemple du côté de l'Ukraine. Vous avez bien un rerouting, donc ils ont fait sortir les avions civils de l'espace aérien. Il y avait cette volonté, ce professionnalisme pakistanais, il faut le dire, il en parle d'ailleurs dans quelques secondes, d'épargner les civils. Parce que là, les Indiens, ils attaquent sans prévenir, il y a des avions ligne partout au milieu. On est dans une zone où la France peut passer dans le coin. Là, c'est les Pakistanais qui ont dit, on ferme l'espace aérien, on passe en mode guerre. Excellente chose, c'était un des points de retour d'expérience qu'on avait, notamment quand le 737 ukrainien s'est fait abattre au décollage de l'Iran. Donc on va dans la bonne direction, vous voyez, d'un escarmouche à l'autre, maintenant les civils sont plus pris en considération. Là maintenant il nous explique, là c'est en rouge, que les Indiens se disent, bah, au final on va pas passer la frontière, ça je sais pas comment il sait, donc il estime que grâce à leur présence, ils ont déterré, ils ont empêché les Indiens de traverser la ligne de front et enfin la ligne tout court et de rentrer chez eux. Je ne sais pas comment il peut prouver ça, je pense que c'est plus de la communication qu'autre chose à ce moment-là. Ensuite, il va nous expliquer qu'ils vont détecter l'ouverture du feu air-sol de la part des avions indiens. À ce moment-là, le chef de l'état-major pakistanais va décider de changer les règles d'engagement en vol. On se posait la question qui a attaqué le premier. Là, il nous expose clairement que c'est une réponse immédiate et proportionnelle au vu de l'agression de la part des Indiens. C'est clair d'un point de vue règle d'engagement. Et donc là, maintenant, c'était assure kill, deny on loss. Ce qui veut dire, on veut tuer de l'avion en face,
et on ne veut pas perdre d'avions chez nous. Donc en gros, on reste en risk level, le fameux low, on n'a pas le droit de perdre des avions, par contre en face, on veut en tuer. Et donc ça veut dire agressivité, mais à bon usage. Et donc derrière, ils sont passés de déter, qui était faire peur et empêcher que ça rentre, à destroy, avec comme objectif principal le Rafale, puisque les Indiens avaient annoncé qu'ils utilisaient le Rafale, et là, il y avait clairement un énorme objectif de com/guerre hybride derrière. Ils nous annoncent environ 1 heure, mais après avoir commencé de manière ultra précise dans la timeline, et ça c'est très très fort de la part des Pakistanais, là, vous allez voir, le temps disparaît complètement, et alors qu'il nous a fait une montée en puissance très claire, maintenant on n'a plus aucune information de temps, vous ne reverrez plus vraiment d'informations temporelles, ce qui nous gêne pour réussir à vraiment comprendre ce qui s'est passé. Donc rappelez-vous, la propagande, c'est 80% de vraies informations et 20% où on vous en place. Et là, c'est une masterclass. On a le sentiment que tout est ultra cadré, qui va nous donner plein d'informations très précises. C'est ce qu'il a fait sur toute cette construction de la situation. Et au moment où ça va commencer à être le combat, et c'est de bonne guerre, hein, ils ne sont pas là pour filer des points de débriefing aux Indiens, hein, bah là, vous allez voir, maintenant, ça va être beaucoup plus dur pour lui de prouver ce qu'il raconte. Présent. Nous avions 42 avions de haute technologie de notre côté, et la stratégie était de concentrer nos forces dans notre zone d'opération choisie et de combattre selon nos atouts. Les chasseurs... Là, il y a un tout petit point qui n'est pas cohérent. C'est normal qu'ils fassent des AOR, donc des zones de responsabilité, et après, derrière, ils disent ils vont cibler que le Rafale, il va nous expliquer qu'ils auraient pu faire mieux. Vous avez tellement d'avions, tellement de zones, que normalement, tu tiens ta zone, tu essayes de faire au mieux ce qu'on t'a demandé de faire dans ta zone. S'il y a du Rafale, tu vises en priorité, mais il va nous expliquer qu'ils sont retenus un petit peu de porter les coups pour plutôt focaliser sur le Rafale. Il y a 2 manières de le comprendre. 1, ils nous vendent des saucisses. 2, eh bien là, c'est un peu plus détaillé, un peu plus technique. C'est les gars se sont dit, ok, puisque j'ai pas de mourir, en face, j'ai pas de Rafale, bah, je vais pas prendre de risques. Et du coup, tant que ça passe pas la frontière en face, ça me va. Donc on est quand même présent, mais on est beaucoup moins agressif. On est vraiment en mode voilà, attentiste, si je puis dire. On les laisse faire leur truc de leur côté de la frontière. On ne s'expose pas, on ne prend pas de risque, tant que ça ne rentre pas chez nous. Par contre, si on voit qu'il y a du Rafale en face, on se rapproche un peu, sans passer la frontière non plus, mais on est plus agressif. C'est 2 possibilités. Au vu de ce qu'il nous raconte là, je pense, s'il est honnête, que c'est plutôt la deuxième. De l'APF ont assuré la souveraineté aérienne du Pakistan, et à cause de cela, nous avons d'abord dévié tout le trafic civil qui devait passer par Lahore, Islamabad et cette zone, car nous pensions que cela allait être le point chaud. Donc nous... Alors là, je vais vraiment insister parce que quand c'est pas bien, on dit. Un peu plus tard, il va nous vendre des saucisses, on va le dire aussi. C'est une expression qu'on aime bien dans la marine, hein. Il n'y a aucun manque de respect. Mais là, il faut vraiment donner du crédit à la réactivité de faire sortir tous les civils de l'espace aérien. Et je vous dis ça en tant que pilote de ligne et en tant que passager dans les avions de ligne. Tous les pays au monde ne l'auraient pas fait ou ne le font pas. J'espère que ça va tirer cette conscience de la situation vers le haut pour tous les autres pays qui peuvent se retrouver dans des zones comme ça où il y a des dégradations et des escarmouches. Nous voulions garantir la sécurité de tous les avions civils. Lorsqu'ils ont constaté la solidité de notre défense, ils ont eu recours à l'utilisation de leurs armes air-sol tout en restant de leur côté de la frontière. Donc là, c'est ce qui nous explique leur changement de plan. Je ne sais pas comment il peut le prouver, à moins qu'il y ait du renseignement en amont. Quand on regarde, et on regardera le compte-rendu indien, ils n'ont pas l'air tout à fait alignés avec ça, mais on va voir, il y a d'autres petits points pas tout à fait logiques après. Et dès qu'ils lançaient leurs armes, nous pouvions les identifier instantanément, et le chef d'état-major de l'armée de l'air, comme je l'ai mentionné, était au COP. Il y est resté. Point super important. Donc dès qu'ils lançaient leurs armes, ils pouvaient l'identifier instantanément. Très fort. Est-ce que ça veut donc dire qu'ils détectent l'armement d'un point de vue radar ou avec leur système? Très bien. Ce qui nous amène vers l'inconnu de ce compte-rendu qu'il nous fait, la chose qu'il va complètement mettre sous le tapis. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas cherché à intercepter cet armement? Puisque tu arrives à le détecter, bah, c'est que tu le vois. Si tu le vois, scalp ou autre, bah, intercepte-le. On sait que c'est faisable, ça se fait. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas fait? Différentes versions. Première version, ce n'était pas leur mission. Leur mission était assure kill, deny, own loss en RR pur pour destroyer du Rafale. Donc il y avait clairement une volonté de mettre leurs atouts pour détruire et pour faire mal pour les conséquences que ça aurait derrière à l'armée de l'air indienne. Deuxième raison, ça pourrait être, en fait, il ne le sait pas, il ne pouvait pas le faire. En fait, il ne pouvait pas détecter l'armement air-sol et ne pouvait pas l'intercepter. Troisième point, qui est un point qu'on a entendu plus tard, qui est qu'ils ne voulaient pas montrer la position de leur système solaire pour abattre. Mais dans ce cas-là, avec 42 avions en l'air,
Pourquoi ne pas utiliser ces avions pour intercepter, comme on peut voir en Ukraine par exemple, ou comme on l'a vu au-dessus de la Jordanie ou de l'Irak? Quatrième point, eh bien en fait ils se sont répartis les rôles et ils se sont dit l'armée de l'air va gérer les vecteurs aériens, les défenses solaires vont gérer les missiles, les scalps, et ils ont pas réussi à les avoir, ce qui nous amène vers le cinquième théorie possible, qui est qu'en fait ça ne les dérangeait pas qu'ils ciblent des terroristes, ils savaient que derrière ça permettrait de désescalader, que tout le monde aurait marqué ses points, et c'était un choix politique non avouable. Pendant plusieurs nuits, je l'ai vu là-bas, donc quand j'ai dit qu'il a mené l'opération et qu'il a dirigé depuis l'avant, il l'a fait immédiatement. Et il a changé. Donc là, il dit du bien de son grand chef, donc leur général était dans le centre de commande, et ce qui est intéressant, c'est qu'il a dit « je l'ai vu depuis plusieurs nuits ». Donc ça nous montre qu'il ne sait pas exactement quand l'attaque allait avoir lieu, qu'il était prêt toutes les nuits, très consommateur en ressources, en potentiel, puisque ça veut dire qu'ils faisaient tourner leur Ayou, qu'ils faisaient tourner leur patrouille de chasse, une dizaine d'avions en l'air en permanence, pour être prêts à réagir, et tous les autres en alerte, prêts à décoller à 12 minutes pour les premiers. Ça fait de la ressource humaine. Hein. Changer le contrat. On nous avait d'abord donné des règles d'engagement pour dissuader. Et dès que cela s'est produit, nous avons changé nos règles du jeu dans les airs, passant de la dissuasion à l'assurance de destruction en refusant toute perte. La stratégie de l'APF a changé. Nous avions un plan. Nous pensions que les Indiens, la dernière fois, ils avaient dit qu'ils auraient des rafales et qu'ils auraient pu créer une quelconque différence. Donc, nous avons ciblé leur centre de gravité et leurs rafales. C'est pourquoi vous voyez de bons chiffres à ce sujet. Nous aurions pu avoir des chiffres encore plus élevés, mais nous avons montré notre force. Mesdames et messieurs, ce qui est remarquable dans toute cette opération, c'est qu'elle a duré plus d'1 heure. Voilà, donc là, il nous explique qu'il a ciblé les rafales, il montre un point particulier, qu'est-ce qu'il faisait dans le nord, est-ce qu'il était plus en retrait, on ne sait pas. Maintenant, ils vont nous montrer leur kill. Alors là, échauffez votre sens critique. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas eu lieu, je dis juste qu'il faut pouvoir les prouver. Et personnellement, je n'aurais pas présenté ça comme ça. Pourquoi? Parce qu'à l'heure actuelle, en OSINT, en Open Source Intelligence, on voit cette carte avec d'un côté du M88, on a maintenant les images en HD, et plus au nord, on a du siège éjectable d'avions russes. Et ces deux coordonnées ne correspondent pas au point qu'il va nous annoncer dans son débriefing. Alors attention, c'est pas très loin. Mais derrière sa justification pour expliquer que sa shotlog, c'est comme ça que ça s'appelle, est cohérente, ne fait pas sens avec les positions où les avions ont été perdus. On va voir ça en détail. Grand nombre d'appareils, revenez en arrière. Un si grand nombre d'appareils des deux côtés, avec autant d'engagement et le flux du BVR, la guerre moderne a tellement évolué que la portée longue, l'emploi, c'est si vous ne tirez pas, vous vous faites tirer dessus. Ça, c'est la phrase la plus importante qui va être étudiée pendant des années en état-major. Pourquoi? Là, vous voyez, même dans son attitude, c'est pas mon travail d'analyser les gens, mais là, ça se voit, il parle de ce qu'il aime, on voit que c'est un ancien pilote de défense aérienne, et il commence à parler de ce qu'on appelle des flots BVR, du grinder. Et là, vous voyez vraiment qu'il a changé d'attitude, il est chaud, là, depuis 3 minutes qu'il prend la parole, c'est le sujet qu'il maîtrise, et ça lui fait plaisir de partager autour du changement de la guerre et de cette fameuse guerre Fox-Tree Shooter, ce qu'on appelle Fox-Tree Aware. Pour mémoire, le Fox-Tree, ça s'est développé dans les années 90. En France, on s'est mis à être Fox-Tree Aware avec le Mika. On peut dire depuis les années 2015, à peu près tout le monde sur Terre est Fox-Tree Aware. Pour rappel, les Chinois, le PL-15, ils ont commencé en 2011. Donc tout le monde est Fox-Tree Aware, c'est un type de combat très longue portée. La nouveauté ces dernières années, c'est l'arrivée des missiles très longue portée, le PL-15, la IM-120 Delta, le Météor, on n'en peut en emporter que 2. Et là, il vient nous lâcher une petite phrase dans son excitation qui est ultra importante. Il nous dit que dans le grinder, en gros, c'est soit tu tires, soit tu te fais abattre. Et ça, c'est pas tout à fait aligné avec la philosophie occidentale du Fox-Tree. On sait que les Pakistanais ont été initialement formés par les Américains, que maintenant ils sont très proches, font beaucoup d'exercices avec les Chinois, avec également des clients export du Rafale un peu partout dans le Golfe. Mais là, le point est super intéressant. Pourquoi? Parce que je pense qu'ils nous lâchent, sans le faire exprès, des petites informations sur leur doctrine de combat longue portée. Et là, il nous dit clairement que sur chaque tour de manivelle, quand vous faites du Fox-Tree, qu'est-ce que vous faites en fait? Vous avancez vers la menace à une certaine distance en fonction de l'armement adverse. Soit vous décidez d'ouvrir le feu pour forcer l'adversaire à faire demi-tour et essayer de le tuer. Soit, vous faites demi-tour parce que vous dites si je me rapproche plus, je risque de me faire tirer dessus. Mais en faisant demi-tour, tu te dis l'adversaire doit faire demi-tour aussi parce qu'il a peur que je lui tire dessus. Sauf que si maintenant, grâce à leur système, ils arrivent à savoir si les missiles volent, ça change toutes les doctrines et ça vous force, comme il est en train de le dire,
à tirer à chaque tour. Donc là, moi, ça fait un paquet d'années que j'ai quitté la boutique, mais on voit que pour eux, quand tu fais comme ça du vol longue portée, tu dois tirer à chaque tour. La problématique, c'est quoi? La problématique, c'est que tu n'as pas un stock illimité de missiles sur les avions occidentaux dont la philosophie d'emploi est normalement pas de tirer à chaque tour. Vous prenez que 2 météores sur Rafale. Et spoiler alerte, sur les nouveaux avions chinois, ils sont en train de travailler pour les PL-16 où en soute, ils pourraient en prendre 6. Donc vous allez vous retrouver avec un avion furtif dur à détecter à longue distance avec 6 missiles très long range en soute versus des avions occidentaux où en gros on va avoir 2 missiles très long range, même pas en soute. Et là clairement il va falloir tirer quelques leçons de ce changement apparemment de doctrine et prendre des bonnes notes si on ne veut pas perdre la prochaine guerre. C'est pourquoi l'art consistait à les employer de façon optimale. Cela a été un grand défi pour nous. Voilà pourquoi j'ai dit que cela n'était jamais arrivé auparavant. Voici les emplacements avec l'identification. Alors, au niveau des emplacements, on a notre Rafale à 23 nautiques ici, qui est probablement le M88 qu'on a retrouvé un peu plus loin. Donc là, ça, la grande question à se poser, en fait, ce qui nous manque sur sa shotlog, c'est est-ce que c'est ces positions sont au moment du tir de la part de l'avion pakistanais qui a ouvert le feu, ou est-ce que c'est au moment de l'impact? Comme on l'a déjà expliqué sur cette chaîne, les missiles peuvent voler plusieurs dizaines de secondes, voire plusieurs minutes, surtout des très longues portées. Si vous avez 100 ou 150 km à faire, que vous faites du Mach 5, Mach 5 c'est 1,5 km par minute, je vous laisse faire le calcul, ça fait quelques secondes. Si vous avez un avion, lui qui vole à Mach 0,9, eh ben vous allez vite vous rendre compte qu'à Mach 0,9, on va faire simple, 300 mètres par seconde. En 100 secondes, vous faites quand même un paquet de kilomètres. Ça veut donc dire qu'il se déplace. Donc, cette shotlog, soit c'est au moment, comme on dit, du pickle quand il tire, soit c'est au moment de l'impact. Mais il y a un écart entre les deux. Il y a un écart entre les deux. Moi, je pense que c'est au moment du tir, mais pour être franc, je ne sais pas. Et ce qui va nous manquer, c'est l'altitude de la cible, son cap et sa vitesse. Ça nous aurait permis de comprendre en fait le combat aérien. Il ne nous donne pas ces informations-là. Je comprends pourquoi est-ce qu'il nous filerait des infos supplémentaires, on n'a pas besoin d'en connaître et ça pourrait aider des nations à débriefer, donc il n'est pas là pour nous aider, pour nous faciliter la vie. Par contre, dans les points intéressants, c'est de remarquer qu'il nous dit s'être concentré sur le Rafale. Or, d'après ce que l'on voit, il y a un Rafale dans le sud, il y a un Rafale qui est juste là, un autre là, et donc en fait, il n'y a pas vraiment de concentration des Rafales. Donc pourquoi c'est important? Parce que ça nous montre qu'en fait, il n'y a pas une patrouille de Rafale qui est tombée dans une embuscade. Si on se dit, par exemple, il y a 2 ou 3 Rafales, et je ne sais pas, on ne sait pas à l'heure actuelle, on sait qu'il y a eu des pertes, les Indiens en ont dit, ils ne veulent pas nous dire combien, mais on sait qu'il y a eu des pertes de Rafale. Si on se dit, il y a eu 2 ou 3 Rafales, ils sont peut-être tombés dans une embuscade, ils sont mis dans un mauvais endroit, ils se sont fait avoir, boum. J'ai envie de vous dire, c'est moins gênant que si vous perdez, comme apparemment c'est le cas, un Rafale dans le sud, un Rafale au milieu et un Rafale dans le nord. Ça veut dire que dans les 3 cas, ce sont des patrouilles différentes qui se sont fait avoir. Donc ça veut dire qu'on n'est pas sur une erreur / une faute locale d'un leader d'une patrouille, une perte de conscience de la situation localisée, on est sur quelque chose de beaucoup plus systémique. Donc en termes de retour d'expérience, plus de travail. Électronique où nous pensons, sommes certains d'avoir tiré un MiG-29 a été abattu à 8 miles de la ligne de contrôle, relèvement 23, à 2,420 milles nautiques. Juste un point important, il nous dit qu'il est certain. Vous allez vous rendre compte que la seule erreur, je pense que c'est volontaire, mais la seule erreur que fait le général pakistanais, qui fait une très très bonne performance et là qui est vraiment en forme quand il s'agit de débriefer, on voit que ça lui plaît, c'est de dire qu'il est certain. Pourquoi? Parce que comme on vient de dire, on peut facilement commencer à vouloir débunker en disant « bah oui, mais les avions ne sont pas tombés au même endroit ». Et vous allez voir que derrière, il nous explique pourquoi il est certain. Il est certain parce qu'il a la liaison missile qui lui dit quand le missile passe actif, ce qu'on appelle pitbull, et après derrière, il voit disparaître le plot. Alors comment tu expliques si le plot disparaît que l'épave soit à plusieurs dizaines de kilomètres? Et là, ce n'est pas la seule fois dans sa conférence de presse, on a quelques incohérences. A été abattu à 1979 milles, à 25 milles de la ligne de contrôle. Nous avons des détails car, sur un champ de bataille moderne, on ne peut pas inventer des choses imaginées. Vous avez une identification... Il est très bon, hein. Là, il nous explique qu'on ne peut pas inventer des choses imaginées, tout ça, mais les positions ne correspondent pas. Donc soit on a des mauvaises informations sur les lieux de chute des avions, soit eh ben là, il aurait pu nous expliquer peut-être un tout petit peu plus dans le détail, de manière à éviter le risque qu'il prend, c'est avoir un spécialiste derrière dans les journalistes qui posent des questions qui font un peu mal, à éviter ça. Personne ne va s'en rendre compte, les journalistes ils sont pas assez spécialisés pour pouvoir poser la bonne question, ça passe crème,
100% de réussite en guerre hybride. Là, il nous fait une petite présentation qui est devenue virale sur Internet et tout le monde a pris ça pour argent comptant, alors que c'est un slide. Et on pourrait rajouter, regardez, hop, on rajoute un kill sur Obi-Wan Kenobi. Bah voilà, c'est comment on le prouve, bah autant que les autres en fait. Donc je dis pas que ça n'a pas eu lieu, je dis juste que là, faut le prendre pour argent comptant. Il a quand même tendance à avoir un peu trop de certitude. Électronique. L'avion est détecté par sa liaison de données. Dès que vous allumez votre radar, vous vous montrez. Et personne ne peut se cacher, personne ne peut le nier. Un Rafale a été abattu à 1454 miles de la ligne de contrôle à Srinagar. Donc, vous pouvez avoir tous ces détails. Nous avons des portées et des relèvements exacts. Parce que lorsque vous utilisez votre arme, vous savez exactement à quel moment le missile s'active, à quel moment il est tiré. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'il nous explique clairement que c'est probablement du PL-15 et que le PL-15 a cette liaison entre l'armement et l'avion, ce qu'on sait sur Wikipédia sur le PL-15, ce qui n'est pas le cas sur tous les missiles. Il y a beaucoup de missiles qui n'ont pas cette techno-là. Donc ça nous permet de confirmer certaines choses qu'on supputait sur le PL-15, qui est vraiment de la très haute technologie. Hein. Là, on est le missile qui parle en permanence à l'avion. Voilà, c'est quand même c'est ce qui se fait de mieux. Hein. Et quand le signal disparaît, ce qui est vérifié lors du débriefing. Donc, voilà, donc là, il nous explique quand le signal disparaît. Bah oui, mais du coup, là, ce qu'on ne comprend pas, c'est l'écart entre les positions. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est à prendre avec des pincettes. Aucune des affirmations n'est exagérée. Elles sont donc très claires, très concises, très précises. Et j'ai un enregistrement audio d'une formation de... Alors là, le mec est super fort. Il est super fort, pourquoi? Parce qu'après vous avoir expliqué que ces faits sont indiscutables, il vous rajoute du son. Et là, c'est parfait parce qu'en fait, on ne sait pas d'où ça sort. Alors, il nous l'amène de manière, honnêtement, masterclass. En plus, là, il a retrouvé son sens de l'humour. C'est génial. Personnellement, j'ai rigolé quand il a fait sa blague, vous allez voir, sur Godzilla. Donc, il va nous, le call sign de la patrouille, c'est Godzilla. Et il dit que c'est des animaux qui sont éteints et qui vont pas tarder à être éteints. Et donc, oui, j'espère que le pilote n'est pas mort, mais c'est drôle d'un point de vue militaire, j'ai envie de vous dire, et d'un point de vue humour. Donc ça, c'est devenu viral sur Internet et c'est comme ça qu'on gagne la guerre hybride. Mais on ne sait pas où est cette patrouille de Godzilla. On ne sait pas à quelle heure c'est. Et il aurait pu nous filer l'info et ça m'aurait aidé à acheter. Mais là, ça peut très bien être une conversation radio qui a eu lieu il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. On n'en a aucune idée. Point quand même intéressant. Les patrouilles ont tendance à utiliser des call signs différents, temps de paix et temps de guerre. À voir si Godzilla est l'appellation temps de guerre. C'est pas caché, je peux vous le dire. Les patrouilles, par exemple, la 11e flottille, temps de paix, c'est kimono. Donc on va changer comme ça d'appellation. À voir pour Godzilla. Par contre, là, il nous sort l'échange. On ne sait pas d'où ça sort. Ça vient appuyer son discours. Ça fait le buzz sur Internet. Mais bah, on ne peut pas l'acheter, en fait. Moi, j'estime pas que c'est assez sourcé pour servir son narratif. De Rafale que je vais partager. L'indicatif est Godzilla. Tout comme ces animaux sont éteints, celui-ci l'est aussi. Veuillez lancer la lecture. Godzilla 455 vérifie. Où est Godzilla, s'il vous plaît? Il demande où est son coéquipier. Là, je suis désolé, mais là, la traduction IA me fait rêver. Si vous entendez la vraie version, on comprend rien, mais l'IA était très fort et nous a sorti des voix de l'espace-temps. Godzilla 4, hors roman. Procédure de vérification en cours. Officier des opérations présents, je vous prie de bien vouloir vous signaler, s'il vous plaît. Godzilla 4, signal. Explosion en vol. Rotation 028. Donc l'information est au... Ok, donc ce qu'ils nous mettent dans les sous-titres, c'est Maintaining 300 pour Godzilla 4, on maintient 300. Deux manières de comprendre ça. On maintient le niveau 300, je pense pas que ça soit ça, ou on maintient 300 nœuds. 300 nœuds qui est une vitesse, on va dire, de transit pour des avions plutôt armés. Maintenant, plutôt en haute altitude. Donc le 300, que ce soit le niveau 300 l'altitude ou que ce soit la vitesse 300 nœuds, est cohérent avec des Rafales qui seraient plutôt en haute altitude. Haute altitude égale plus facilement ciblable par du PL-15 ou par du système solaire de longue portée. Qu'on est dans un ensemble qui est cohérent. Je ne dis pas que c'est faux ce qu'il nous dit, je vous dis que c'est cohérent, mais que ça sort de nulle part. Et autre point intéressant, comment est-ce qu'ils ont eu ces communications? Est-ce que ça veut dire que les Indiens n'ont pas utilisé de radio cryptée? Ou est-ce que ça veut dire que les Pakistanais arrivent à entendre même si c'est crypté? On ne sait pas, mais ça donne des informations en indien, donc ça leur coûte aux Pakistanais de lâcher cette info-là. Maintenant, d'un point de vue communication, c'est génial. Dernier petit point, il va faire une remarque sur le ton. Pour avoir écouté en version originale, je ne suis pas choqué par le ton, il en rajoute un petit peu, c'est normal, il y a le général pakistanais dans son rôle.
au courant. Son leader sait que son numéro, l'un des membres de son équipage n'est pas là. Ils ont une communication radio. Ceci est la communication radio originale de la formation. Il demande en sa position. Il dit que ses opérations vont bien, mais ajoute « J'ai vu une explosion dans les airs. Je partage ce détail. » C'est une longue communication radio que nous avons. Si vous pouvez entendre la communication radio d'un membre de la formation, nous pouvons tous les entendre. Paniqués et en détresse. Voilà, donc là ils disent s'il peut les entendre, il peut tout entendre. Ça c'est intéressant, on en revient à son concept multi-domaine. Il va y avoir des choses à débriefer du côté des Indiens, mais également pour tous les alliés derrière, parce que ça a l'air assez puissant ce qu'ils ont mis en place d'un point de vue surveillance, interception et guerre électronique. Donc, l'idée était simplement de vous informer et de partager avec vous à quel point tout cela était compliqué. Comment Cet exemple peut servir de leçon sur ce qu'il ne faut pas faire lorsque vous savez que l'adversaire a l'avantage. Bon là, il achève un petit peu les Indiens dans son narratif. Il nous a fait une démonstration extrêmement cadrée, extrêmement argumentée. On commence par le timing, après derrière je vous montre la shot log, après je finis par du son. Normalement c'est Tekken, c'est Hadouken et Shakemat, sauf que derrière quand on regarde vraiment la vérité derrière de ce qui est prouvé, je vous ramène ça vraiment en mode pilote de combat. Un pilote de combat, pour pouvoir réclamer un tir, il faut avoir la tape, il faut pouvoir montrer le tir. Sinon, c'est du présumé et on ne te le compte pas en fait. Tu ne deviens pas un as si tu dis à tout le monde j'ai abattu 5 avions, mais tu ne peux pas le prouver. Donc si tu ne peux pas le prouver, eh ben, c'est pas bon. C'est exactement comme dans le sport, la grande blague qui est si c'est pas sur Strava, ça n'a jamais existé. Pour les sportifs, ça les fera rire, mais l'idée c'est ça. Et donc d'un point de vue purement technique, on est là pour parler des faits. Excellente démonstration de guerre hybride et de communication et de maîtrise de la com parfaite de la part des Pakistanais, ce qui montre un très très haut niveau de professionnalisme. D'un point de vue factuel, là... The Tumbleweed. Et encore une fois, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, je dis juste que c'est pas prouvé. Je dois dire que ce n'est pas toujours l'équipement qui compte. C'est la formation, c'est le leadership, qui vous donne la direction et l'appropriation que cela implique. C'est ça qui compte. Et la formation, la compétence opérationnelle que possède toute la formation. Et j'espère qu'ils apprennent lentement, mais je pense qu'ils finiront par comprendre qu'il ne faut pas recommencer. Merci. Et il finit sur une masterclass qui est d'ouvrir un petit peu, prendre un peu de hauteur, expliquer que c'est en gros grâce à leur standard, leur état d'esprit, grâce au leadership. Voilà, comme je vous l'ai dit, ça vaut 19,5 sur 20 son intervention au général. Je pense qu'il va continuer à monter dans l'armée pakistanaise et ça serait une très bonne chose pour l'armée de l'air pakistanaise. Je ne serais pas étonné qu'il finisse chef d'état-major d'ailleurs. Et ce que je vous propose maintenant, c'est juste qu'on résume tout ça en quelques points. Juste avant, très important, petite citation de Gandhi. Ce qui est vérité pour l'un est peut-être erreur pour l'autre. Et le général que l'on vient de voir, c'est le Air Vice-Marshal Aurangzeb. Accrochez-vous bien pour l'anecdote. L'empereur qui a décidé de créer le Taj Mahal, c'est en Inde. Porter le même nom. Au niveau des leçons que l'on peut sortir de cette conférence de presse, la première, timeline extrêmement rapide. En 2 minutes, ils estiment, ok, c'est la bonne, on envoie toutes nos forces. Ensuite, derrière, en moins de 20 minutes, ils ont quasi fait décoller tout leur package, ils étaient prêts et ça marche. Le temps de réaction est impressionnant. Deuxième point, les règles d'engagement. On en avait parlé la dernière fois. On est initialement sur du deter, après derrière on est sur du kill, mais sans se mettre en danger. Ils nous ont pas dit s'ils avaient perdu des avions de leur côté. Les Indiens disent qu'ils ont abattu des avions pakistanais. On en parlera sur la prochaine analyse, qui sera l'analyse de la conférence de presse pakistanaise. Troisième point, la guerre hybride ne fonctionne que si vous maîtrisez la communication. À l'heure actuelle, ce qui ressort, c'est quand même que les Pakistanais sortent vainqueurs de cet affrontement. Pourquoi? Parce qu'ils ont dû transformer le militaire en communication et en influence. Là où les Indiens ont travaillé sur le côté militaire, mais n'ont pas réussi cette guerre de l'influence. Le quatrième point, c'est qu'on peut vous envoyer énormément d'infos. Ça vous paraît bon, mais en fait, on se rend compte, si on est expert du domaine, qu'en fait, il n'y a aucune info qui est vérifiable. Donc là, on a dû prendre ce qu'il nous a dit pour argent comptant, sachant qu'il y a une partie de la conférence derrière où il nous explique que le PL-15, les photos qui sont sorties, il rigole, il dit c'est pas du PL-15 alors que ça ressemble clairement à du PL-15. Donc on peut quand même dire à plusieurs moments qu'il ment, ce qui nous amène en tant qu'observateur à se méfier un petit peu du narratif qu'il sort. Ça ne lui pose aucun souci de nous expliquer qu'une photo de PL-15, c'est pas un PL-15, que le PL-15 s'auto-détruit en vol. Or là, son missile est auto-détruit, coupé en milieu en vol, c'est juste que derrière, ça n'a pas aussi bien marché que d'habitude. Ça arrive sur la plupart des armements. On avait eu des scabs qui avaient fini en mauvais état aussi aux mains de l'adversaire. Autre point également, à un moment, il va nous parler de PL-15, E, et il va dire X, Y. Ça nous
laisse penser au fait que le PL-15E, c'est le missile chinois vendu dans sa version export. Il ne serait pas impossible qu'ils aient reçu des versions qui ne soient pas du E, puisqu'ils parlent de XY en mode c'est pas un sujet, mais ça montre que c'est quand même un sujet. Je ne serais pas étonné que les Indiens aient reçu quand même des versions un petit peu plus du PL-15 qui, pour mémoire, est fabriqué de manière automatique dans des usines qui ont donc des grosses capacités à en fabriquer. Pourquoi c'est super intéressant? Regardez combien de missiles on commande en Occident, c'est pas fou, c'est pas énorme, ça a une durée de vie ces missiles, alors qu'il semblerait que l'approche sino-pakistanaise soit plutôt comme voir le missile comme du combustible, comme du drone un petit peu. Les drones qu'on a pu voir en Ukraine qui sont des drones suicides, le tout avec une capacité de production derrière pour alimenter vos avions. Faites la guerre comme ça plusieurs jours de suite, ça va vous coûter des centaines de missiles. Nous, on va faire attention. Eux, s'ils ont cette capacité, ils vont pouvoir tirer à chaque tour et ça va forcément poser des soucis. L'autre point qu'on voit, c'est qu'ils sont d'un très haut niveau technique. Le Pakistanais est extrêmement impressionnant par ses compétences. Il n'y a vraiment pas grand-chose à dire d'un point de vue technique, dans la maîtrise du fond comme de la forme. C'est pour ça que je vous dis que ça vaut du 19,5 sur 20. Clairement, il y aura un avant, un après cette nuit du 7. Moi, je pense que pour la plupart des personnes, le Pakistan, c'était le raid contre Oussama Ben Laden, qui a pu pénétrer dans leur territoire. Et derrière, c'était un peu cette humiliation de 2011. Maintenant, je pense que le Pakistan a complètement changé de visage à l'international en termes d'influence. L'armement chinois également. Pourquoi? Grâce à cette transformation en guerre hybride de la communication qui a été excellemment faite. Maintenant, moi, la grande question que je me pose, pour être honnête, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont retrouvés à faire du grinder? Il en parle clairement. Le grinder, vous en faites quand vous essayez de maintenir une position. Vous essayez de maintenir une position pour pouvoir, par exemple, laisser vos avions faire leur passe d'attaque qui prennent un peu de temps. Mais une passe d'attaque qui prend un peu de temps, c'est une passe laser, par exemple. C'est pas du tout une passe de tir scalp. Une passe de tir scalp, ça va très vite. Il n'y a pas besoin de s'installer, de faire du grinder. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir, et on va en discuter dans les prochains jours, que les Indiens ont l'air de dire qu'après, ils sont installés pour empêcher les Pakistanais de rentrer. Et c'est là où je pense qu'il s'est passé quelque chose que l'on ne sait pas encore en source ouverte. C'est que normalement, les Indiens auraient dû arriver, aller au point de tir, faire demi-tour, rentrer. Ça, c'est la version, on y croit. Sauf que ça a duré plusieurs dizaines de minutes, il y a eu des tours de manivelle, il y a eu des tirs pendant ces tours de manivelle. Pourquoi? Et une fois qu'on aura la réponse à ça, on comprendra beaucoup mieux ce qui s'est passé dans cette nuit du 7 au 8 mai. Dans tous les cas, ce qui est sûr d'un point de vue purement opérationnel, c'est que c'est une bonne chose que personne n'ait franchi la frontière, parce que si vous commenciez à avoir des incursions d'un côté ou de l'autre, eh bien ça serait, d'un point de vue gestion de la guerre, gestion de la situation, ça aurait été ultra compliqué. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, vous êtes dans votre cockpit, il y a 60 plots en face, 70 plots en face, vous avez 60 plots de votre côté pour ne pas tirer sur la mauvaise personne, pour savoir qui est qui, c'est extrêmement dense. Petit point qu'on voit quand même si Godzilla c'est vrai, c'est qu'il n'y avait pas de brouillage au niveau des fréquences radio. Faites tout ça, mettez 120 avions en l'air avec en plus du brouillage de fréquences, c'est vite extrêmement compliqué de savoir qui habite où. D'où l'importance de la préparation, d'où l'importance de faire simple dans ce genre de mission, d'où l'importance de suivre le plan. Si vous partez pour tirer une bombe à tel endroit, si vous avez les conditions pour y aller, vous tirez, vous revenez, et après vous commencez pas à vous riroler en mode je protège mon espace aérien si c'était pas prévu. Dans tous les cas, ce que l'on voit des Pakistanais, c'est que discipline, rigueur, caritude, et l'aviation, ça fait bon ménage. Il en ressort vraiment un sentiment de maîtrise, et je pense que vous ne serez pas étonnés si je vous apprends que dans le Golfe, des Pakistanais sont présents après leur carrière militaire pour faire instructeur auprès de certaines nations du Golfe. Ils ont vraiment cette culture de tirer vers le haut. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas des Indiens, je dis juste qu'à l'heure actuelle, le Pakistan vient de montrer à la terre entière qu'il maîtrise la New War, qui maîtrise le nouvel art de la guerre dans la 3e dimension à longue portée. Dans les prochains jours, on apprendra peut-être qu'ils ont perdu des avions, on apprendra peut-être qu'ils n'ont pas abattu autant d'avions indiens, peut-être que ça sera l'inverse, qu'ils n'ont perdu aucun avion et qu'ils ont abattu encore plus d'avions indiens. Ce qui est sûr, c'est que la mémoire est liée à l'émotion, qu'ils ont su communiquer dans la fenêtre émotionnelle du grand public, qu'ils ont marqué des points. Et que cette conférence de presse servira sûrement de modèle dans de nombreuses écoles de guerre pour former aux plus hautes fonctions les futurs chefs militaires. N'hésitez pas à vous abonner, on reviendra dans les prochains jours sur la conférence de presse indienne, sur l'impact géopolitique pour la France, car oui, il y en a un, surtout en Afrique. Regardez ces images qui nous viennent d'Égypte, où vous avez, accrochez-vous bien, des J-10C qui survolent les pyramides. Personnellement, j'ai grandi avec cette photo de 1994 de François Robineau. C'était le Rafale qui était au-dessus des pyramides. Le monde change, se transforme. Et il est plus que jamais indispensable de débriefer, que ce soit dans l'armée, au quotidien
ou de votre entreprise, et c'est ce qu'on vous propose. Avec notre livre en anglais, Débrief, que vous pouvez commander sur Amazon, ou sinon maintenant avec Crash, notre tout dernier bouquin, et forcément vous connaissez Au-delà de l'Ukraine, Au-delà du cockpit. Allez, je vous dis à très bientôt, pourquoi pas pour un webinaire, pourquoi pas en intervention dans votre entreprise. On parle de l'évolution géopolitique du monde, mais également, surtout, principalement de leadership, de followership, de management, gestion de sécurité. À très vite pour la prochaine vidéo, et d'ici là, fly safe.